Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'actualité politique reste toujours dominée par les dialogues politiques dont les contours demeurent assez flous. C'est ainsi que certains acteurs politiques les jugent inopportuns. C'est le cas du MLC qui affirme, par la voix de Eve Mazaïba, qui affirme que l'heure n'est plus au dialogue sous forme de forum et d'ajouter la plupart des résolutions des concertations nationales ne sont pas appliquées à ce jour. Ce qui fait dire à Baudouin Mbawechi que le dialogue est mort-né. Partagez-vous cette lecture, M. Mbelou? J'ai pris le temps de lire l'article ou bien l'analyse de Baudouin Mbawechi qui me semble être très bien faite, cette analyse. Et ce qui est impressionnant dans l'analyse de Mbawechi, bien que faisant allusion à la prise de position du MLC, c'est de remettre la question du dialogue dans l'histoire immédiate du pays. Cette approche me semble essentielle pour la compréhension de ce qui est en train de se tramer chez nous. En lisant posément l'article de Mbawechi, on en vient à la conclusion que les différentes concertations et dialogues initiés par le corps de la majorité dite présidentielle avec Joka comme autorité morale, ces concertations n'aboutissent à rien. Quand certaines résolutions ont été prises, elles ne sont pas suivies de mise en pratique. Alors, entre nous, on peut se poser la question de savoir à quoi bon poursuivre ce jeu de dupes? Et est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement chez certains acteurs politiques congolais une approche court-termiste de la politique? Et pourtant, la politique est une affaire de temps long. Une première observation. Une deuxième. Est-ce que beaucoup d'acteurs politiques congolais, à quelques exceptions près, ne souffrent-ils pas du manque de mémoire historique, ne fût-ce qu'à repartir sur 2013 pour analyser la façon dont les concertations nationales ont été convoquées et ce qu'on a fait des résolutions issues de ces concertations nationales. Mais on peut remonter aux différents dialogues ayant précédé ces concertations nationales. Pourquoi ces acteurs politiques font-ils montre d'un tel manque de mémoire historique? Une deuxième observation. Une troisième observation. Est-il opportun de dialoguer, de s'entêter à dialoguer avec quelqu'un qui s'est révélé être rusé et qui, dès le départ, ne dit pas, lui, ce qu'il entend par exemple d'un dialogue ou de concertation. Souvent, ça se termine par des déclarations de bonnes intentions qui ne sont suivies d'aucun effet. Une dernière observation sur la question. Quand certaines résolutions prises à l'une ou l'autre concertation, à l'un ou l'autre dialogue, n'ont pas été suivies de concertation, d'effet, il n'y a pas de débat. On passe l'éponge et on fait comme si de rien n'était. Là, je dis, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer dans notre pays. Et est-ce dû au fait que nous n'avons plus une classe politique digne de ce nom, ou c'est un défi qui est lancé aux Congolais et aux Congolaises dignes de ce nom pour qu'ils réinventent une autre classe politique? Parce que quand vous entendez certains acteurs politiques qui voudraient participer à ce dialogue-là s'exprimer, vous vous rendez compte qu'ils ne sont que des lobbyistes ou
de Jean Scram de l'Ouganda ou du nouveau Bob Denard du Rwanda, ou tout simplement, ils répètent les éléments de langage qui leur ont été donnés par Sarkozy ou Herman Cohen. Donc, je m'excuse, l'impression que tout cela donne est que nous n'avons plus d'hommes politiques dignes de ce nom, même si certains parmi eux ont la prétention de dire qu'ils jouent dans la cour des grands. Mais on ne joue pas dans la cour des grands en oubliant l'histoire, on ne joue pas dans la cour des grands en faisant, en effaçant la mémoire historique vivante. On ne joue pas dans la cour des grands en répétant les éléments de langage qu'on reçoit à travers les voyages effectués en Occident ou en allant consulter les ambassadeurs sur place à Kinshasa. Donc, on a comme l'impression que, à les entendre, hein, ces politiciens de Kinshasa, qu'ils ont vite oublié les 19, les 20 et les 21 janvier. Ils n'en parlent plus, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous les avez encore entendus parler des fosses communes? Les fosses communes qui ne sont pas simplement à Maluku, mais qu'on a découvert, qui sont éparpillées à travers tout le pays. Et ceux qui en ont parlé et qui font partie du camp de la majorité dite présidentielle ont même affirmé que le fait d'enterrer les Congolais, de les jeter comme des déchets dans des fosses communes, est un fait récurrent. On n'en parle plus. On ne parle plus des attentes de ce peuple qui est descendu dans la rue le 19, le 20 et le 21 janvier. On ne parle plus de la guerre menée par les maîtres du monde et les multinationales à travers l'AFDN. Et hier, quand on a eu l'impression qu'on célébrait l'entrée de l'AFDN au Congo, on a fait comme si tous les livres, tous les documents écrits sur cette guerre n'existent pas. On vous dit que le 17 mai, ça a été la libération. Une connerie. Donc, il y a un oubli ou une ignorance grave de l'histoire du Congo telle qu'elle est en train d'être réécrite par certains de ses fils et certaines de ses filles. Vous prenez l'article de Baudouin Ambawechi. Vous allez lire par exemple le rapport du travail fait par les journalistes appartenant au FREMAC à Kinshasa au mois d'avril. Vous vous rendez compte que ces analyses et ce travail abattu par les journalistes n'ont rien à voir avec la façon dont se comportent les politiques ou une certaine classe politique congolaise. On dirait que cette classe politique a rompu avec les analyses bien fouillées, avec les livres. On dirait qu'on a affaire à des opportunistes qui voudraient simplement faire feu de tout bois. Et c'est à la fois inquiétant et révoltant. Quand nous voyons ce qui s'est passé au Burundi, la guerre perpétuelle menée contre le Congo risque de s'intensifier d'un moment à l'autre, pas simplement parce que ceux qui mènent cette guerre veulent l'intensifier, mais parce qu'ils doivent s'être rendus compte qu'ils n'ont en face aucune force de proposition, aucune conscience de soi d'une classe politique qui voudrait créer une pensée de puissance pour ce pays-là. Il n'y a rien. Il y a un groupe d'affairistes en costume cravate répétant les éléments de langage qu'il reçoit des ambassadeurs et des autres envoyés spéciaux. Un point, un trait. Et c'est tragique, c'est dramatique pour l'avenir proche de ce pays-là. Mais M. Mbelou, même du côté de la majorité kabyliste, hein, on n'y croit pas tellement, puisque Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, soutient que le calendrier électoral tel que fixé par la CENI doit être respecté et que le processus électoral doit se dérouler tel que défini par les chronogrammes de la CENI.
pourquoi alors certains acteurs politiques de l'opposition qu'on voit à Kinshasa semblent s'accrocher à ce fameux dialogue et tout en affirmant que voilà, ça ne sera pas le partage du pouvoir équilibré et équitable? Ah, mais c'est là que ça sent mauvais. C'est là qu'on peut dire qu'il y a anguille sous roche. Quand vous lisez par exemple la feuille de route de l'UDPS ou le communiqué que le président de l'UDPS a fait dernièrement sur cette question-là, on se rend compte que certains acteurs politiques voudraient se limiter à l'essentiel. Mais quand vous approfondissez la lecture de la feuille de route de l'UDPS, vous remarquez par exemple que cette feuille de route évoque les différents accords passés. Cette feuille de route en vient à dire que si le président de l'UDPS s'est calmé à un certain moment, c'est parce que il a eu affaire à des légats de la communauté internationale qui ont promis qu'ils allaient régler la question des fraudes électorales de 2011. L'UDPS a attendu et rien n'est venu. Alors là, nous nous posons la question de savoir comment le même parti qui a attendu et qui n'a vu rien venir peut à nouveau refaire confiance à ces messieurs, à ces dames qui l'ont poussé à attendre et qui n'ont fait aucune proposition depuis 2011 jusqu'à ce jour. Et là, nous nous disons, est-ce que certains partis politiques, l'UDPS compris, ne sont-ils pas en train de commettre les mêmes erreurs que celles que Frantz Fanon a reprochées à Lumumba vers les années 60-61? Et je vous rappelle ce texte que j'aime souvent lire, parce que ces messieurs sont en train d'impliquer l'ONU, qui n'est que la carte juridique que les maîtres du monde jouent quand la carte de la force semble rencontrer une certaine résistance de la part des peuples. Et Mulumba Freddy Kabwa, il a dit dernièrement, dans l'une de ses conférences à Kinshasa, la MONUSCO doit partir du Congo parce qu'elle n'arrive pas à faire le travail comme il se doit. Il y a encore des morts chaque jour à Beni. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils travaillent en sous-main à la balkanisation, à l'implosion du Congo. Et Frantz Fanon l'avait déjà dit. Vers les années 60-61, c'est que nous avons un problème sérieux dans le chef de ceux que nous estimons être nos acteurs politiques. Ils ont une mémoire historique dévoyée. Ils ont mis la mémoire historique de ce pays-là entre parenthèses. Écoutez ce que Frantz Fanon disait. En réalité, l'ONU est la carte juridique qui utilise les intérêts impérialistes quand la carte de la force brute échoue. Les partages, les commissions mixtes contrôlées, les mises sous tutelle sont des moyens locaux, internationaux, de torturer, de briser la volonté d'indépendance des peuples, de cultiver l'anarchie, l'avilissement et la misère. Donc, on est là en plein dans un exercice mené par les forces extérieures impliquant l'ONU pour pouvoir casser toute volonté d'indépendance chez les masses congolaises qui ont protesté dans la rue, main nue, le 19, le 20 et le 21 janvier 2015. Alors, comme je vous le disais déjà la fois passée, ce qui est en train de se jouer, c'est un exercice qui pourrait conduire à l'atomisation des forces et surtout à des divisions entre, d'une part, une classe politique faite d'opportunistes et d'autre part, le peuple qui pourrait être laissé et abandonné à son propre sort si ces messieurs n'arrivent pas à comprendre qu'il est temps de rompre avec ces dialogues, ces concertations qui ne sont suivies d'aucun effet. Très bien. Parlons maintenant de ce dialogue vu de l'Occident.
dans les mouvements des activistes congolais. Monsieur Mbelou, on assiste actuellement à ce qu'on peut appeler un essoufflement de ces mouvements dû certainement à ce que régulièrement vous parlez de l'usure dans ces émissions, au point que certains semblent avoir cédé aux appels du pied du régime à Kinshasa, on l'a vu, certains sont descendus à Kinshasa et ils passent régulièrement dans les médias. Est-ce que cela est dû à l'usure dont vous parlez régulièrement? Il y a la question de l'usure, mais il y a aussi l'approche politique propre à ceux qui estiment lutter pour un autre Congo. La politique, comme je venais de vous le dire, est une affaire, est une question de temps long. Ceux qui arrivent à remporter certaines victoires, après avoir défini leurs objectifs à l'avance, travaillent sur 10, 15, 20, 30, voire même tout un siècle. Il y a un livre publié par Maurice Lemoine, le livre est intitulé « Les enfants cachés du général Pinochet ». Maurice Lemoine essaye d'étudier la façon dont les coups d'État ont été menés pendant près d'un siècle pour la déstabilisation de certains pays latino-américains. Et vous vous rendez compte que maintenant encore, en 2015, les mêmes qui ont travaillé à déstabiliser les pays latino-américains par les coups d'État poursuivent sans état d'âme leur objectif. Pourquoi? Parce que ils ont toujours estimé que l'Amérique latine est leur arrière-cour. Il en va de même de ce qui se passe maintenant dans cette partie de l'Afrique. Je vous ai dit, et j'ai même écrit un article là-dessus, le problème fondamental pour cette partie de l'Afrique a un côté raciste, un côté géographique, un côté économique très prononcé. Pour ceux qui travaillent à prendre le grand rift qui part de la République centrafricaine jusqu'au Mozambique, les Noirs habitant cet espace-là sont indignes d'y vivre. Ils doivent être exterminés. Ça, c'est un objectif qu'ils poursuivent sans désemparer. Les manœuvres liées à la démocratie, aux élections, n'ont rien à voir avec cet objectif. Cet espace, avec ses terres, avec ses forêts, avec ses mers, avec ses océans, avec ses airs, doit être contrôlé par ceux qui estiment que les Noirs ne méritent pas de vivre dans cet espace-là. Alors, qu'est-ce que les Noirs doivent faire? D'abord se rendre compte qu'on leur dénie l'humanité et qu'ils doivent lutter pour reconquérir leurs terres. Les terres ne se donnent pas, c'est vrai. Cette Afrique a été divisée à la conférence de Berlin, mais il y a un problème de reconquête. La reconquête, ce n'est pas un plat qui s'offre. La reconquête appelle la lutte, mais surtout la lutte des idées. Comme le disons ces derniers temps, nous devons pouvoir opposer notre intelligence à l'intelligence des autres. Pas répéter les éléments de langage qui nous passent. Non, nous devons pouvoir analyser en profondeur comme certains ces journalistes et hommes de la pensée qui se sont retrouvés dernièrement à Kinshasa l'ont fait. Nous devons pouvoir nous donner une pensée de la grandeur, une pensée à la mesure de ce que nous voulons faire de ce Congo-là pour demain. Pas répéter, on nous a dit, tel a dit, Herman Cohen a dit, nous devons partager nos richesses avec nos voisins. Et ce Herman Cohen-là, c'est celui qui a dit qu'au département d'État, les Kivu appartiennent au Rwanda. Et quand on répète ces théories, on le fait sans remords et on se présente le lendemain comme étant un homme politique faisant partie de la cour des grands. C'est honteux. C'est honteux. Et cette classe politique qui réfléchit de cette façon-là doit pouvoir être combattue dans les idées qu'elle avance
pour que renaissent les nouvelles idées qui peuvent être portées par une autre classe politique. Celle-là est partisane du statu quo et doit pouvoir disparaître de l'espace politique congolais. Très bien, monsieur Mbello, excusez-moi. Revenons un moment au mouvement des activistes ici dans la diaspora. Monsieur Mbello, l'éveil des consciences politiques dans la diaspora a eu un énorme impact dans la même diaspora ici en Occident, et les régimes de Kinshasa a régulièrement tenté d'affaiblir ces mouvements en usant du débauchage, comme il sait très bien le faire avec les politiciens de Kinshasa. Pensez-vous que nous sommes à un tournant décisif avec les retours organisés de tous ceux qui passent dans les médias à Kinshasa? On les voit. Moi, les informations que j'ai reçues, il y a des gens qui ont été contactés, qui bientôt eux aussi vont retourner à Kinshasa. Non, non, ne vous fiez pas. Ça, ce sont des discours pour divertir. Ne vous fiez pas à ces discours-là. Il y a au contraire une pensée qui est en train de s'affiner du côté de la diaspora. Lisez certains textes. Nous avons fait allusion il n'y a pas longtemps à la belle analyse faite par Ambawechi. Mais lisez certains textes publiés par les Fouélé, les Poiti, les Paul Kaumba, les Jean-Marie Sindani. Et bientôt, il y a un livre collectif que nous allons pouvoir mettre sur le marché pour montrer que la pensée congolaise est en train de prendre forme. Donc, vous ne savez pas, retravailler l'imaginaire congolais, vous ne savez pas inventer un imaginaire alternatif sans idée, sans une pensée bien construite et archivée. Donc, ce travail-là est en train de se faire. Demain, les fils et les filles du Congo pourront s'appuyer sur ce travail pour pouvoir construire le Congo de demain. Vous êtes témoin du travail que fait notre frère et ami Thiom Fonkol, que certains jeunes sont en train de lire sérieusement. Mais, il y a un mais. Ne nous fions pas à ceux qui partent et qui croient que ça sera facile. La lutte est âpre, elle est ardue. De plus en plus, nous pensons, comme Fidel Castro, que c'est l'histoire qui arbitrera les Congolais et les Congolaises qui ont décidé de mettre d'abord de l'ordre dans leurs idées avant de pouvoir le mettre dans leur organisation pour pouvoir opposer leur intelligence à l'intelligence des autres. Donc il y a ce travail-là qui se fait et qui doit être pris en compte. Non, ne nous fions pas aux apparences. Oui, mais M. Mbello, lorsque je parle de retour, je pense ici à certains membres des mouvements qu'on appelle des combattants. On en a vu quelques-uns qu'on voyait régulièrement ici à Paris, Bruxelles, Londres, qui sont retournés à Kinshasa. Et j'ai suivi un des artistes congolais qui a été victime de leur boycott ici en Occident. Il a dit ceci, que lui, il n'en voulait pas à ces jeunes, mais plutôt à ceux qui leur ont donné les garanties de retourner au Congo, parce que selon lui, ces jeunes ne pouvaient pas retourner au Congo s'ils n'avaient pas reçu des garanties de la part du pouvoir. Attention, c'est aussi bon de savoir que ce que vous appelez pouvoir là, nous l'appelons avec les tuyaux pouvoir os, c'est de l'os, il n'y a rien. Il n'y a pas de pouvoir à Kinshasa. Il n'y a rien. On s'habitue. Au fur et à mesure que les jours passent, on tombe dans l'inversion sémantique. Il n'y a pas de pouvoir à Kinshasa. Ce qu'il y a à Kinshasa, c'est un groupe de prédateurs, de nouveaux prédateurs, au service des forces transnationales, au service du marché ultralibéral. Il n'y a pas de pouvoir à Kinshasa. Quand il y aura le pouvoir à Kinshasa, on en reparlera. Mais pour le moment, il n'y a pas de pouvoir à Kinshasa. Ne nous fions pas à la ruse des nouveaux prédateurs qui, de temps en temps, appâtent ceux qu'ils estiment être contre leur pouvoir os avec des sous. Les véritables résistants et combattants congolais ne retourneront pas au Congo sans être sûrs qu'ils vont renverser la vapeur. Peut-être que ceux qui y retournent peuvent aussi avoir cette intention-là
de pouvoir renverser la vapeur de l'intérieur. Mais, souvent, certains sont appâtés par les sous, les titres et les postes. Ah, mais les véritables résistants congolais et combattants congolais ne se laisseront pas prendre par les sous, les postes et les titres. Ils vont poursuivre leur lutte sans désemparer. Et ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que quand vous avez écouté par exemple la reine de Moutouachi, Maman Chalamwana se confier à Eliezer, vous vous rendez compte que les Congolais ont été capables de remporter des victoires de l'extérieur. Vous savez, en écoutant la maman très fâchée parce qu'elle estime que son travail a été boycotté et avec beaucoup d'artistes, ils n'ont pas pu circuler à travers le monde, surtout en Europe comme ils le faisaient par le passé. Quand vous l'entendez, vous vous rendez compte que les Congolais sont capables de travailler sur un point, comme il avait dit pendant longtemps, nous ne voulons plus de la distraction ici en Europe et aux États-Unis. Ils ont réussi pendant plus de 10 ans. Vous voyez, ça ce sont des réussites à mettre à l'actif de la lutte. Ils ont dit, pas question de distraction, nous allons nous battre pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ils l'ont atteint et nos artistes sur place au Congo en souffrent. Même si, en écoutant la reine du Moutouachi, je me suis dit qu'elle réduisait la culture à la musique. La culture n'est pas que la musique. La culture, c'est aussi le livre. Ce sont les archives. La culture, ce sont les études bien fouillées. On ne peut pas la réduire à la musique et surtout pas à une musique qui ne véhicule pas des messages de résistance contre l'ordre ultralibéral de notre avilissement et de notre abrutissement. Donc là, vous voyez, même critique, la reine du Moutouachi dit, ah, mais mes compatriotes ont réussi à nous boycotter de l'extérieur. Ça, c'est à mettre vraiment à l'actif des résistants et combattants congolais qui ont su lutter en se focalisant sur un objectif déterminé. Supposons que pour les jours et les années à venir, ils choisissent un autre objectif et qu'ils se disent, maintenant, notre objectif est le suivant. Nous voulons aller jusqu'au bout. Ils pourront réussir parce qu'ils ont donné à la face du monde l'exemple de leur persévérance, de leur cohérence dans cette lutte contre une certaine musique congolaise qui distrayait les populations congolaises, la diaspora congolaise de l'extérieur. Oui, très bien, mais revenons à ces mouvements, hein, puisque moi j'ai eu l'occasion en faisant mes reportages de les fréquenter, hein, de les voir régulièrement lors des événements. On a comme l'impression que, bon, à défaut d'être bien structuré, ce qui se passe actuellement, hein, c'est une preuve de l'illustration d'un manque d'un certain fond politique, puisque leur discours se réduisait uniquement à Kabila dégage. Oh, pas du tout. Ne vous en faites pas. Je m'excuse de rigoler un peu. Ne vous en faites pas. Certains de ces mouvements-là, à l'extérieur, ont des gourous très bien outillés, politiquement, économiquement, et c'est peut-être ce que vous êtes en train de remarquer maintenant. Il n'y a plus tellement de sorties en désordre, d'écrits en désordre, c'est-à-dire, il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Et vous savez, quand les combattants ont lutté pendant tout un temps et dévoilé leurs secrets à la face du monde, à un certain moment, il y en a qui se disent, non, il est possible de travailler autrement, de mûrir les idées, de nous organiser de manière à être efficace et sur le temps long. Ce n'est pas qu'ils se sont essoufflés. Non, il y en a qui vont, qui reviennent et qui donnent le compte rendu du travail qui se fait sur terrain. Blague au coin. C'est un travail qui va prendre beaucoup de temps parce que le Congo se bat contre le monde entier. Nous ne devrions pas l'oublier. Ce n'est pas le petit groupe qui est de nouveaux prédateurs qui est au Congo là, qui lutte contre les véritables Congolais. C'est au moins
1000 multinationales américaines, comme l'a dit le rapport de Global Witness il n'y a pas très très longtemps. Il faut avoir tout cela en tête. La guerre perpétuelle contre le Congo est une guerre très très difficile, très dure, qui exige des véritables fils et filles du Congo, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise, pour ne pas aboyer en vain. Donc il y a du travail qui doit se faire à un niveau assez profond pour éviter de tomber dans les erreurs du passé. Et ce travail-là se fait, je sais ce que j'ai dit. Très bien. Autre chose, un culte d'action de grâce a été célébré le samedi 16 mai à la cathédrale du Centenaire à Kinshasa pour commémorer le 18e anniversaire de l'entrée dans la capitale, à Kinshasa, des troupes de l'AFDL qui est piloté Laurent Désiré Kabila. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, cela semble presque passer inaperçu. Hein, il semble même que du côté du PPRD, on ne se réfère presque plus à la révolution du musée. Monsieur Mbelou, est-ce que les Congolais ne sont-ils pas en droit d'exiger un droit d'inventaire aux successeurs de l'AFDEL qui sont les PPRD, toute la nébuleuse qui se reconnaît dans cet héritage? Oui, et les jeunes, ça sera l'un de nos prochains articles. Nous allons publier sur le droit d'inventaire. Le droit d'inventaire est indispensable. Il faut conjuguer droit d'inventaire et mémoire historique. Comment en sommes-nous arrivés là? Il serait beaucoup trop facile de dénoncer et de décrier quelle a été la part de chacun de nous, de certains d'entre nous, dans cette tragédie congolaise. Et la tragédie congolaise ne commence pas avec l'AFDEL. La tragédie congolaise commence bien longtemps avant. On pourrait même remonter jusqu'à la mort de Kimbangu. Mais si nous remontons jusqu'aux années de l'assassinat de Lumumba, nous devons, les jeunes qui veulent demain donner une autre forme, un autre visage au Congo, devront commencer leur droit d'inventaire à partir des années 60, en dialoguant avec les pères et les mères de l'indépendance. Qui a fait quoi? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui a prêté main forte aux ennemis extérieurs et intérieurs du pays? Et si nous revenons à la date du 17 mai, qui a fait que nous puissions être embobinés dans un mensonge qui nous a fait croire que le jour où le Congo est tombé dans les griffes des agents de sa déperdition, on puisse crier à la révolution. Vous savez, on ne peut plus aujourd'hui, en conscience, célébrer cette date-là. On devrait l'inscrire dans les livres de l'histoire du Congo comme étant la date du grand mensonge. Le grand mensonge a été célébré chez nous le 17 mai 1997. Et je vous renvoie encore une fois au film de BBC très bien commenté par notre ami Degagné qui intitule La supercherie, la supercherie dévoilée. Donc, quand vous remontez, vous revoyez ce film-là, vous savez aller le retrouver sur le Facebook des amis de Jean-Pierre Mbelou. Quand vous le revoyez calmement, avec maintenant la transcription en français, vous comprenez que le 17 mai a été le jour du grand mensonge. Et ce grand mensonge-là perdure parce que plusieurs d'entre nous continuent à considérer les émanations de l'AFDL comme des partis politiques dignes de ce nom qui vont sortir le pays du gouffre où il se retrouve maintenant. Là, c'est un deuxième mensonge. Vous ne pouvez pas attendre des nouveaux prédateurs qui ont ourdi des complots avec les forces transnationales
multinationales de l'extérieur pour pouvoir prendre le pays et faire main basse sur ses terres, sur ses mers et sur ses airs, vous ne pouvez pas les prendre comme étant un parti du peuple, comme étant un parti révolutionnaire. C'est du blabla tout ça. Oui, visiblement même les anciens compagnons d'élu de Laurent Kabila n'y croient plus, puisque l'un d'eux a affirmé que l'espoir suscité par la révolution du 17 mai s'est éteint. Voilà, voilà. Qu'avons-nous encore besoin de commentaires? Mais maintenant, le tout, c'est de savoir d'où venait cet espoir. Est-ce que cet espoir n'a pas été qu'un leurre? Et la difficulté que nous avons pour plusieurs d'entre nous, c'est de pouvoir déconstruire ce discours-là. D'où venait l'espoir? L'espoir a été chimérique. C'était un leurre. Pourquoi ne pas procéder par déconstruction pour mettre à nu tous les Congolais, toutes les Congolaises et les marionnettes et les autres lobbyistes impliqués dans cette guerre-là et dans ce leurre. Il y a un travail de reconstruction, de déconstruction qui pourrait conduire à la rupture avec le mouvement, tous les mouvements issus de cette guerre-là dite de libération. Très bien, pour finir, il y a eu à Kinshasa cette semaine un congrès du PPRD à l'issue duquel Henri Mouvasakani, ambassadeur de la RDC en Belgique, a été désigné comme nouveau secrétaire général du PPRD. Et ce dernier a affirmé après sa désignation qu'il allait inaugurer une autre manière de faire de la politique. Lorsqu'on a vu ce qu'il a fait ici en Belgique, moi je pense qu'il était plus ambassadeur de son parti politique, ambassadeur de tous les Congolais. Voilà. Que peut-il apporter de différent dans ce parti puisque son prédécesseur avait affirmé que le but était de conserver le pouvoir à tous les niveaux? Attention, faisons la part des choses. Mova, Henri Mova, en tant qu'individu, est un monsieur suffisamment intelligent. Il s'est distingué par le passé, par ses publications, et il est capable de débat, d'échange, mais il vient opérer dans un système mortifère. Tout est là, tout est là. Il vient opérer dans un système qui a embobiné le Congo dans la mort. Donc, il vient, entre autres, mettre son intelligence au service d'un système mortifère. Mais M. Mbello, il n'est pas seul dans ce cas. Ils sont nombreux au PPRD qui ont toutes ces qualités. Je peux penser à Christophe Lutundula, même Lambert Mende, ils sont nombreux. Oui, mais c'est ça. Mais ce sont des garçons, des messieurs intelligents qui ont choisi en conscience de mettre leur intelligence, qui s'est transformée en ruse, au service de la mort de leur pays. Et ils auront, si pas demain, après-demain, vous savez, je vous le disais l'autre fois, on a jugé on juge les nazis jusqu'à ce jour. Ils auront un jour à répondre de leur turpitude. Vous ne pouvez pas servir un système mortifère et prétendre que vous allez enseigner aux gens à faire de la politique autrement. Alors, je vous ai une fois renvoyé à un texte fondateur du PPRD. Vous savez encore le trouver aujourd'hui sur le net quand vous lisez les documents de l'ONG hollandaise NISA. Le texte est intitulé « L'État contre le peuple ». Allez à la dernière page, vous verrez qu'à sa naissance, le PPRD est un parti fondé par les multinationales. Donc aujourd'hui c'est un secret de polichinelle. Les documents existent. Vous allez sur le net, vous verrez qui a financé le PPRD à ses débuts. C'est un parti des multinationales. Et malheureusement, par inversion sémantique, ce parti a pris une dénomination pour tromper le peuple. Si le PPRD avait été réellement un parti pour le peuple,
on ne parlerait pas aujourd'hui des déchets, de l'expansion de la culture des déchets chez nous, des Congolais et des Congolaises jetés dans des fosses communes. Donc c'est cette supercherie qu'il faut à tout moment décortiquer, déconstruire pour éviter de se laisser berner. À côté de Mende, ils auront un très bon français. Ils parlent très bien, les deux. Ils parlent très bien. C'est un français soigné, bien fignolé. Mende ne va pas utiliser deux mots à la fois quand il s'exprime. Mais ça sert à quoi tout ça dans un pays où la culture du déchet est devenue un maître mot? Ça sert à quoi? Très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.